Première croisière, prévue. Premier pas, imprévu. Extra confort, prévu. Extraverti, imprévu. Dîner comme dans un étoilé, prévu. Des étoiles plein les yeux, imprévu. Aller à un concert, prévu. Voler la vedette, imprévu. Quand les vacances parfaites sont prévues, la magie naît de l'imprévu. MSC Croisière, best holiday ever. Rebonjour à tous, bonjour à ceux qui nous rejoignent. On poursuit notre grand live avec un sujet qui concerne évidemment l'ensemble des acteurs du tourisme. C'est celui de la montée en gamme. On va se demander si c'est ou pas l'avenir du tourisme. Pour répondre à cette question, j'ai le plaisir d'accueillir à ma droite Frédéric Savoyen, PDG des Lux Travel. Frédéric, bonjour. 30 secondes déjà pour nous présenter Lux Travel. 30 secondes, c'est court, mais on va essayer quand même. Lux Travel est une agence de voyage, enfin un producteur de voyage, mais qui distribue directement de voyages ultra sur mesure, très personnalisés, à destination principalement du grand public, mais aussi d'entreprises, puisqu'on a aussi un département event pour lequel on essaye d'appliquer ce que l'on fait pour nos clients directs à des entreprises quand ils veulent des choses originales. Donc vous êtes la personne idoine évidemment pour parler de la montée en gamme. En face de vous, on a le plaisir d'accueillir Hervé Cozard. Bonjour. Bonjour. Directeur des ventes d'Air France. On ne présente plus Air France, on ne va pas faire cet affront quand même. À vos côtés, Guillaume Léger. Guillaume, vous êtes directeur général du groupe Campasson. Alors Campasson, c'est quoi ? C'est un groupe familial créé par mes beaux-parents dans les années 90 et nous exploitons du coup des campings, mais maintenant on pourrait dire on appelle ça l'hôtellerie de plein air, exactement. Nous sommes essentiellement basés, nos sites sont essentiellement basés en région PACA et nous avons un également au Grand Bornand. Oui, vous avez combien de sites ? 9 et 8 du coup dans la région PACA. D'accord. Et si on les segmente un peu, vous avez toutes les catégories représentées ou pas ? On a des hôtels de plein air qui sont catégorisés 3 étoiles, nous avons qui sont 5 étoiles. En général, ceux qui sont 3 étoiles sont des nouvelles acquisitions, donc notre objectif c'est de les porter à minima à 4 étoiles, voire 5 étoiles. Ce sera vraiment le sujet. Et vous êtes membre de la FDHPA, la Fédération départementale de l'hôtellerie de plein air. C'est ça ? Du Var, exactement. Exactement. Derrière cette montée en gamme des opérateurs touristiques, alors c'est vrai que c'est difficile de la chiffrer. On n'a pas vraiment de chiffres, mais on a quelque chose qui est à peu près observable quand même depuis plusieurs années et depuis le Covid. On voit que les opérateurs montent en gamme. Alors derrière ça, il y a quand même une réalité économique, Frédéric. Certains parlent d'un décrochage économique de la France et de l'Europe. On a une classe moyenne qui est sous pression, des dépenses contraintes, le logement, le coût de l'énergie, alors que les catégories, en tout cas aisées, s'en sortent, semble-t-il, mieux. Frédéric, est-ce que ces évolutions structurelles expliquent la montée en gamme des opérateurs touristiques ou c'est pas suffisant ? Si on dit d'un côté que la France s'appauvrit et que les populations qui la font sont de plus en plus de difficultés, non, c'est pas tout à fait, tout à fait logique. Moi, je pense qu'effectivement, la montée en gamme, elle passe principalement par un effet de recherche en fait de mieux. C'est-à-dire que je suis pas certain que ce soit parce que les Français ont plus de pouvoir d'achat, mais qu'ils veulent voyager mieux. Ils veulent peut-être prendre plus le temps de voyager. Ils veulent peut-être essayer de découvrir des destinations, des lieux, des expériences d'une manière un petit peu plus exclusive. Je crois que la tendance du mass market, comme on l'appelait pendant longtemps dans notre secteur d'activité, a un peu tendance à avoir disparu. Donc voilà, donc c'est plutôt ça qui me semble être ce qui va pousser effectivement à la montée en gamme. Mais c'est aussi une montée en gamme qui est malheureusement contrainte par les prix, tout simplement. On en reparlera. Par les prix, puisque le prix de l'hôtellerie, alors moi je suis sur un segment qui est l'hôtellerie de luxe, tout simplement. Les prix ont très très largement augmenté effectivement ces 5 dernières années. Pas parce que les Français ont plus d'argent, mais parce que d'autres populations ont beaucoup plus d'argent. Et on a des clientèles émergentes qui aujourd'hui trustent un petit peu ce marché-là et donc font grimper les prix. Et les segments de clientèle européens classiques commencent à être un petit peu à la peine et d'ailleurs souvent baissent en termes
de part de marché sur cette hôtellerie-là. Vous qui connaissez quand même bien ce secteur, est-ce que quand on parle de polarisation entre le haut de gamme et l'entrée de gamme, avec un milieu de gamme qui a des difficultés, est-ce qu'on est quand même dans le vrai ou pas quand on parle de polarisation du marché? Oui, c'est vrai. C'est un constat. C'est un constat, on est d'accord. On peut pas. Oui, donc ceux qui étaient peut-être dans un milieu de gamme pas très confortable opèrent peut-être cette montée en gamme. Et il y en a qui descendent. Bien sûr. Il y en a qui descendent parce que la recherche du volume, parfois, peut avoir du bon aussi. Je pense que les intervenants précédents en ont certainement parlé. J'ai pas tout écouté, mais voilà. Donc tout le monde essaye d'aller vers le haut de gamme parce qu'on s'imagine effectivement que les paniers sont plus élevés, que les marges seront plus fortes. On va en reparler. Mais le gâteau est petit. Oui, le gâteau n'est pas extensible. Et même si en effet le besoin client va vers de plus en plus de personnalisation. Et puis il faut une expertise très très forte pour pouvoir se dire effectivement aujourd'hui face à toutes les technologies qui arrivent, et je ne parle pas que de l'IA, mais évidemment l'IA, pour pouvoir vendre effectivement des voyages ultra sur mesure avec des paniers qui vont tourner autour de 20, 30, 40, 50 000 euros, il faut avoir une très très forte expertise. Oui, j'imagine. Très forte. Guillaume Lehegey, la montée en gamme des campings n'est pas récente. Elle n'est pas récente, elle a été à... C'est quoi? C'est une dizaine, vingtaine d'années? Je dirais, oui, une vingtaine d'années. Je pense qu'elle a commencé à s'amorcer. En fait, la montée en gamme est apparue aussi avec l'arrivée des mobilhomes d'Angleterre, parce que c'est un peu les initiateurs de tout ça. Parce que, en fait, si vous voulez, à la base, un camping, tout début, c'était un champ et vous venez poser votre tente et vous empilez les uns les autres. Tout le monde était content. Et donc, c'est dans la... Ça a ses adeptes. Ça a ses adeptes. Ça a ses adeptes. Mais alors, peut-être pas autant tassé quand même. Quand on regarde les photos d'avant, quand même, on voit toutes les tentes bleues et un peu rouges, vraiment à touche-touche. Donc c'était assez drôle. Et donc l'arrivée des mobilhomes, c'est une première montée en gamme parce qu'en fait, vous arrivez, vous n'avez pas besoin d'amener votre lit, vous n'avez pas besoin d'amener votre toit pour dormir, il est déjà présent. Donc vous avez potentiellement une chambre, 2 chambres à 3 chambres, vous avez une cuisine et à l'époque, peut-être un peu moins, mais potentiellement une terrasse devant. Et donc ça a commencé comme ça. Et ensuite, au fur et à mesure, il y a eu la construction des piscines qui sont venues aussi, alors qu'il y en avait qui étaient déjà avant, mais la construction d'une piscine, et la piscine est devenue un parc aquatique avec des toboggans, une balnéo, des jeux pour enfants, des petits jeux d'enfants, tout ça, et des grandes plages, des transats, et des parasols, et tout ce qui va avec, et les plus hauts transats, on va dire... basique, on est sur un transat aussi un peu plus haut de gamme. C'est des hôtels clubs, hein? Alors, je dirais pas hôtel. Non, je dirais pas ça. Moi, je dirais que c'est de l'hôtellerie de plein air de 2026. Vous savez, c'est comme votre voiture il y a 50 ans, c'est pas la même que maintenant. Le plateau TV, je pense qu'il y a 50 ans, on n'était pas là, c'est pas pareil. Et je pense que non, on a réussi. Si vous voulez, c'est dans l'ADN carrément du camping. Si vous voulez, pour moi, la montée en gamme est dans l'ADN du camping. C'est quelque chose on a toujours su s'adapter à notre clientèle. Et l'avantage, si vous voulez, c'est qu'on a quand même en général un certain nombre de volumes, et donc on arrive à avoir des prix qui sont attractifs. Parce que comme on a pu échanger, si vous voulez, le marché du camping en France, c'est 4,7 milliards de chiffre d'affaires, 187 millions de nuitées. Sur ces 4,7 milliards, il y a à peu près 10% qui sont pour les commerces, restaurants-commerces. Et donc, ça nous fait une prix de nuitée à 23 €. Hyper attractif. Et on avait déjà échangé, on m'a dit, mais Guillaume... prix de la nuitée ramené à la... Nuitée, c'est par rapport à la personne. Voilà, si vous voulez, c'est vrai qu'on peut dire, chez nous, vous avez un mobil-home en plein été, donc la saison le plus cher, c'est vrai que le montant peut paraître élevé, vous êtes à 1 500 € la semaine. C'est l'équivalent quasiment maintenant d'un SMIC mensuel. Dans les 4-5 étoiles, dans les 4-5 étoiles, dans le Var. On est à 2000, on peut même être à 2000. On est d'accord. On va faire le calcul ensemble. Si vous êtes à 6 dans l'hébergement sur une semaine, on arrive à 36 € la nuitée. Donc, en fait, on a un tarif qui est quand même attractif. Si vous partez en vacances au mois d'avril, chez nous, sur ce même 3 chambres, vous êtes à 500 € la semaine, donc à 12 € la nuitée. Alors, vous ne serez pas forcément 6 dans l'hébergement, on est d'accord. Mais, si vous voulez, c'est la prestation qui est proposée. Et même en montant, imaginons, on va même encore plus loin, on propose à 3 000 € la semaine. Il y a des établissements qui proposent à 3 000 € la semaine. Alors, vous avez un mobil-home qui est, où vous avez le four, vous avez la vaisselle, vous avez une terrasse qui est assez grande, avec plus qu'une table basique, vous avez une très belle table avec des transats, et à 3 000 €, vous êtes toujours à 72 € la nuitée. Donc on reste sur un tarif attractif. Et c'est pour ça que vous allez, avec les campings que vous achetez, les 3 étoiles, vous les montez. C'est en gamme, exactement, avec un apport d'hébergement. Alors, à savoir que donc, monter en gamme, on ne fait pas, entre guillemets, l'intégralité des hébergements ne sont pas forcément tous, on va dire, ultra premium. L'idée, c'est de segmenter
pour pouvoir avoir le maximum de types de clients, pardon, excusez-moi. Et donc, vous allez avoir, en gros, à peu près 20% d'hébergement, on va dire, ultra premium par rapport à l'hôtellerie de plein air. Vous allez avoir après les 50% d'autres qui vont être un hébergement avec une certaine catégorie, mais avec seulement des entrées de gamme. Et après, nous, on décide de garder l'emplacement, ce qu'on appelle nus, qui sont pour les camping-cars, caravanes, tentes ou vannes, parce qu'il y a aussi un marché là-dessus. Et on va aussi la premiumiser, cet emplacement, parce que nous proposons des sanitaires individuels. C'est-à-dire que vous venez avec votre camping-car, et vous avez du coup votre propre douche, votre propre sanitaire, parce que c'est parfois un peu les réticences que nous pouvons avoir dans les espaces communs, c'est de savoir quelle propreté nous pouvons trouver. Même si nous nous attachons à une grande importance à la propreté, on ne peut pas passer derrière chaque client. Donc avec ça, vous avez du coup cette partie-là. Guillaume, est-ce que vous gardez l'esprit camping? C'est ça on garde l'esprit camping, parce qu'on a quand même un esprit familial, on a nos animations. Nous avons la partie aquagym le matin, si vous avez un espace aquatique. Nous avons un espace de vie qui tourne au niveau des restaurants avec des animations. Et nous avons le fameux tour de pétanque qui est encore là et qui permet quand même de garder cet espace convivial en buvant une petite bière ou un petit ricard, même le petit jaune, soyons honnêtes. Et vous jouez avec les enfants et vous échangez du coup avec votre voisin et du coup vous pouvez créer des liens. C'est ça le camping aussi, l'hôtellerie de plein air maintenant. Alors je disais qu'il y avait eu un avant et un après Covid. C'est flagrant dans l'aérien, Hervé Cozard. On a vu évidemment avec le Covid une clientèle affaires en baisse. Et je dirais c'est assez naturel compte tenu du boom notamment de la visioconférence, qui a concurrencé évidemment certains déplacements professionnels. Et puis on a vu une clientèle loisir investir les classes avant. Alors c'est vrai que vous y avez mis du vôtre parce que vous avez créé ces fameuses économies premium, mais il n'y a pas que l'économie premium. Quand on va regarder les chiffres, j'aimerais qu'on les affiche, Rebecca, si c'est possible. Les chiffres d'Air France qui sont assez significatifs, voilà. C'est vraiment les derniers chiffres d'Air France qui montraient la montée en gamme d'Air France. Les revenus première classe en 2025 plus 17%, revenus classe affaires plus 9%, revenus premium éco plus 18%, et au total vous avez 36,1% des recettes contre 31,2% des recettes qui concerne justement ces classes avant. Donc on voit bien qu'il y a un déplacement très clairement vers ces classes avant et c'est principalement dû au loisir, Hervé. Effectivement, on a vu un changement dans la demande. Le Covid a été vraiment un point de bascule, c'est-à-dire que avant le Covid, effectivement, nos classes avant, surtout business, étaient remplies de passagers, de clients qui voyageaient pour raisons affaires, des entreprises françaises et internationales. Et depuis le Covid, on a vu l'arrivée, effectivement. Alors au départ, on a qualifié ça de revenge travel, c'est-à-dire qu'on a été privé de voyage pendant le Covid. Alors on prend notre revanche et on va voyager dans de bonnes conditions et on va se payer la première ou la business pour voyager. Et bien finalement, cette demande est restée, c'est-à-dire que depuis, il y a toujours une grande partie de nos classes avant, donc premium, business et la première, qui sont aussi remplies de passagers loisirs. On estime le avant-après, on a fait plus 28 points de passagers loisirs dans ces cabines avant. Donc effectivement, c'est très important. Alors, c'est vrai que ça a coïncidé avec des investissements massifs du groupe, c'est-à-dire que Ben Smith, à son arrivée, a clairement indiqué la stratégie de premiumisation de l'entreprise, a mis pour ça des investissements colossaux, c'est-à-dire que on a mis, par exemple, sur les 5 prochaines années, on met 1 milliard d'euros pour améliorer nos services vol comme sol. C'est par exemple aussi le renouvellement de la flotte. Le renouvellement de la flotte, c'est aussi 1 milliard d'euros par an que l'on met pour acheter des nouveaux avions de nouvelle génération qui nous permettent d'avoir, j'allais dire, un meilleur confort à l'intérieur de ces avions et en plus un aménagement cabine. Donc on a bien sûr, il y a 2 ans maintenant, mis en ligne nos nouvelles suites, la première. On a aussi un nouveau produit business avec une porte privative. On a maintenant aussi amélioré la premium avec une offre gastronomique, avec des chefs étoilés. Donc on a vraiment mis beaucoup d'investissements et ça a correspondu effectivement à une très forte demande de ces clients qui voyagent maintenant dans les cabines business, en cabine premium. Et donc voilà, on est très heureux bien sûr de cette demande, mais c'est un vrai shift par rapport à ce qu'on connaissait avant Covid. Oui, clairement. Et même vous, j'ai vu que vous mettiez en place des
des tarifs un peu spéciaux en classe affaires, avec l'accès à la classe affaires sans forcément, par exemple, l'accès au salon. Ça permet de donner un tarif un peu plus accessible en classe affaires et donc d'attirer aussi cette clientèle loisir. Alors effectivement, il y a plusieurs mécanismes en classe affaires et c'est vrai qu'il faut s'adapter à une demande qui est différente, qui demande aussi plus de personnalisation, donc qui a pas besoin par exemple de tous les attributs, mais qui préfère peut-être un tarif plus accessible avec effectivement pas d'accès salon. Donc on a effectivement des tarifs business light qui sont plus accessibles et qui permettent aussi à cette clientèle loisir de s'exprimer. Voilà, donc il y a la personnalisation, c'est un autre changement dans tout ce que l'on fait. Et NDC, dont on parle souvent, va nous permettre d'aller encore plus loin dans cette personnalisation pour permettre au client, finalement, là aussi, de construire son voyage sur mesure par rapport à ce qu'il veut. NDC, juste un exemple, c'est que il peut, par exemple, commander son repas et le choisir avant d'y aller, alors qu'avant c'était relativement basique, j'allais dire deux choix. Là on va beaucoup plus loin dans la personnalisation et les clients adhèrent et achètent beaucoup de ces nouveaux services. Frédéric, alors on disait, c'est vrai que c'est une clientèle qui a de l'argent, qui permet des marges plus intéressantes, en effet, pour vous, opérateurs. Est-ce que c'est une clientèle qui est plus résiliente? Est-ce que dans une période comme on est en train de la vivre aujourd'hui, c'est une clientèle qui n'est pas très sensible au prix? Alors, oui, c'est une clientèle plus résiliente par la force des choses si on prend sur un point de vue économique. Effectivement, c'est clair. En revanche, elle est touchée et en tout cas, elle consomme moins aujourd'hui, pas pour des raisons de pouvoir d'achat. Je pense que globalement, les comptes en banque de nos clients n'ont pas franchement évolué ces 3-4 derniers mois. En revanche, ceux de leurs entreprises, ceux de leurs investissements, effectivement, sont touchés par la crise. Et donc, leur préoccupation actuelle est plus de gérer leur business, de gérer leurs affaires, de faire face aussi aux évolutions technologiques de l'époque. Et donc, ils reportent un peu plus, effectivement, leur projet de voyage. Et on entend beaucoup dans nos agences Ilux Travel des clients qui disent cet été finalement on va pas faire de voyage, on en fera qu'un l'hiver prochain, on va aller au chalet à la montagne, au Grand Bornand, parce que ça fait peut-être 10 ans qu'on n'y est pas allé l'été. En fait, ça doit être très sympa d'y aller l'été. Donc voilà, c'est un peu ce que l'on ressent. En fait, il y a de l'attentisme, il y a de la crainte, il y a de la peur, il y a les gens comme le reste des clients, quoi. Hein, oui. L'image de mais en revanche, si la confiance revient. C'est une clientèle qui redémarre très très vite. C'est ça. Le haut de gamme, Hervé l'a très bien dit, sortie de Covid, le revenge travel, dans le haut de gamme et le luxe, on a explosé les compteurs en sortie de Covid. Il fallait être prêt. Nous, on a eu cette chance, on était prêts et donc on a pu répondre à une demande exponentielle où la notion de prix avait totalement disparu. Ah oui, c'est ça. Mais totalement disparu. Je me fais plaisir. Donc, comme la notion de prix avait disparu, globalement, tout le monde s'est dit, tiens, chouette, les clients, ils regardent pas le prix. Donc, tout le monde a profité un peu pour monter les tarifs. Sauf qu'aujourd'hui, les gens, ils regardent un petit peu plus le prix, donc ça devient plus compliqué. Hervé, est-ce que c'est une clientèle résiliente, plus résiliente ou pas? Alors, nous, ce que l'on voit, c'est que nos cabines, là encore, la première, business et premium, restent très résilientes, y compris depuis le début de la crise en Iran. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a encore des chiffres positifs par rapport à l'année dernière sur ces cabines. C'est plutôt en économie que c'est beaucoup plus compliqué. Alors, on s'est aussi adapté, c'est-à-dire que ces multiples crises là sans arrêt nous ont obligés aussi à être beaucoup plus agiles. Si je prends un exemple, là on s'est redéployé massivement sur les lignes asiatiques parce qu'il manque quand même les compagnies du Golfe n'étant plus là, qui représentaient quand même 25% des flux Europe-Asie, il manque de la capacité sur l'Asie. Donc on a ouvert par exemple, on va faire 5 vols hebdomadaires sur Phuket, on rajoute des vols supplémentaires, on a rajouté 170 vols supplémentaires sur l'Asie. Donc on réouvre aussi un peu plus les Maldives, sur l'île Maurice aussi. Donc et c'est des destinations où la clientèle loisir haut de gamme s'exprime. Et donc là-dessus on voit des capacités qui se remplissent assez rapidement. Donc c'est assez résilient et on a la chance dans ces cabines d'avoir pour le coup toujours cette demande corporate, donc de voyageurs d'affaires qui elles
on voit pas encore de travel ban des grandes entreprises. Alors modulo il y en a quelques-unes quand même. Voilà, sur des verticales comme l'automobile, voilà. Choses comme ça. Mais sinon, aujourd'hui, c'est encore très résilient. Et donc, ces cabines affaires, et c'est intéressant d'avoir les demandes à la fois affaires et loisirs, puisqu'elles s'expriment pas au même moment. C'est-à-dire que souvent, la demande loisir s'exprime, on va dire, au moins 21 jours avant le départ, quand la clientèle corporate, elle, va se déclencher très tardivement. Ouais. Et donc, pour nous, c'est bien d'avoir ces deux demandes séparées qui nous permettent d'adapter notre revenu management pour arriver à des cabines pleines au moment du départ. Ouais. Guillaume, Frédéric nous disait en effet, depuis le Covid, les tarifs hôteliers ont fortement augmenté. C'est le cas aussi, dans l'hôtel plein air, les prix ont augmenté, mais il faut aussi tenir compte, si vous voulez, depuis 2019, si vous voulez, le coût d'un hébergement est quasiment pour nous augmenté de 50%. Oui. Donc, pour quelle raison? Alors, le coût de la matière première, si vous voulez, qui a augmenté, le coût de la main-d'œuvre. Mais il ne faut pas oublier que nous finançons nos mobil-homes par crédit bail et que quand on avait un taux d'intérêt à 1% et qu'il est plutôt un taux moyen à 3,5 ou ça dépend comment on négocier, forcément, en fait, le coût global augmente de 50%. Alors, les prix n'ont pas augmenté de 50%, loin de là. Mais forcément, les coûts ont aussi un peu augmenté par rapport à ça. Il y a aussi une partie premiumisation des installations qui fait que forcément, les prix augmentent, le coût de l'énergie a aussi un peu augmenté. Et donc, tout ça, mis dans le paquet, les prix ont un peu augmenté. Mais comme je vous dis, on a toujours des tarifs qui sont attractifs. Nous, ce qu'on remarque, c'est que les Français et les étrangers, qui sont les Néerlandais, majoritairement chez nous, les Belges et les Allemands, se font plaisir, quitte à réduire un peu le séjour. Donc, c'est vrai qu'avant, on avait le juillettiste et l'haussien, donc il venait 3 semaines en juillet, 3 semaines en août. En gros, j'exagère le trait. Après, on est plutôt passé sur des séjours de 10 jours, et là, on arrive plutôt sur des séjours en plein été qui peuvent être à 6 jours. Et nous, on s'adapte là-dessus, c'est pas un problème. Avant, c'était beaucoup du samedi au samedi. Maintenant, vous arrivez au moment que vous voulez, potentiellement 3 nuits minimum en plein été. Et donc, on s'adapte à tout ça par rapport à la demande du marché, où les gens veulent se faire plaisir, quitte à réduire un peu leur séjour, mais ils veulent se faire plaisir, ils veulent en profiter. Et la preuve est que nos hébergements premium sont ceux qui partent les premiers. Les hébergements qui sont plutôt, on va dire, qu'on pourrait qualifier de déco par rapport à ce que vous pouvez... premium, mais on va dire un peu plus éco, sont plutôt ceux qui vont partir au dernier moment. D'accord. Donc on observe ça. Allez-y. Et on le voit aussi, si vous voulez, sur les week-ends. C'est ceux qui partent sur les week-ends. Nous, on a une clientèle qui est locale, donc la région PACA. Donc, nous avons des gens qui viennent de la ville, parce qu'ils veulent la nature. Donc, ils viennent de Marseille, de Toulon, de Nice, de Montpellier, potentiellement un peu lyonnais sur des week-ends prolongés. Ce qu'ils recherchent, c'est un meilleur hébergement, un meilleur accueil. Et ça part dans cette montée en gamme avec l'offre de restauration qui est ouverte chez nous de avril jusqu'à septembre, alors qu'avant, classiquement, dans l'hôtel plein air, c'était plutôt juillet-août et potentiellement un peu de début juin, si vous voulez. Mais du coup, on a l'ouverture des services qui est du début jusqu'à la fin. On accueille aussi des animations qui sont dès le hors-saison sur nos sites qui sont 5 étoiles, ce qui n'est pas forcément le cas avant, où c'était plutôt que du juillet-août. Donc voilà, nous, on continue là-dessus, on voit qu'il y a de la demande, et au final, on augmente nos tarifs, certes, mais globalement, ce qui nous fait augmenter notre chiffre d'affaires, c'est pas tant l'augmentation de tarifs, c'est l'augmentation de la fréquentation. Ouais, d'accord. On est mieux rempli. Ouais, ça c'est intéressant. Frédéric, est-ce que quand on parle de clientèle haut de gamme, c'est pas une clientèle monolithe? On imagine que même chez vous, Elux Travel, finalement, j'imagine que vous segmentez même à l'intérieur. Je dis n'importe quoi, j'en sais rien, mais entre haut de gamme, luxe, super luxe, non? Est-ce qu'il y a ces différences? Oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. On est sur un panier moyen chez nous qui tourne à peu près à 27 28 000 euros. Le dossier moyen. Mais on fait aussi bien des week-ends que des longs voyages. Donc on a les clients qui vont consommer des paniers à 5-10 000 euros sont pas ceux qui vont consommer à 100, 150, voire 200, voire même au-dessus. Ah oui. Donc effectivement, vous vendez des voyages à plus de 200 000. Oui, ça arrive. Oui. Ah, d'accord. 250, 300. Ah oui. Oui. On n'a pas dépassé les 500 pour des individuels, pour des entreprises bien sûr. Mais on n'a pas encore dépassé les 500. Et en fait, je vous dis ça, mais c'est pas vrai. On l'a déjà fait. Donc ça peut se faire. Oui, donc ça n'a rien à voir. En effet, entre 10 000... Donc c'est pas la même, c'est pas la même tranche. C'est pas la même tranche. On va parler dans ces cas-là d'ultra luxe, de luxe et d'ultra luxe. Après, on peut mettre des superlatifs en permanence, trouver des nouvelles dénominations. Ça reste des gens qui ont des moyens, quoi qu'il arrive, mais surtout qui aiment ce type de voyage. Aujourd'hui, nous, la part de ce que l'on vend se divise en 35% de séjours, donc vente de l'île Maurice, des Maldives, des Seychelles, qui est une part qui a baissé en fait dans des agences comme les nôtres,
pour 65% de circuits, donc d'ultra confectionnés, en fait, de choses hyper personnalisées. On personnalisera, quoi qu'il arrive, beaucoup plus facilement et beaucoup plus un voyage de 3 semaines au Brésil qu'un séjour de 15 jours aux Maldives. Oui, bien sûr. Donc, et c'est ce que les consommateurs, ce type de clients viennent chercher chez nous. Dans l'émission précédente, on disait qu'en effet, le all inclusive commençait à toucher maintenant toutes les gammes, et même le haut de gamme. Oui. Vous ressentez ça? Ouais, même le luxe. Bien sûr. Il y a de plus en plus d'hôtelleries de luxe, vraiment, luxe pour le plaisir de l'être, qui propose effectivement de plus en plus de modèles, de forfaits. Vous avez aussi une hôtellerie, on va dire, un peu étonnante, des lodges un peu perdus, pas que en Afrique, mais en Amérique du Sud, au Costa Rica, etc., où en fait, tout est compris. Oui. C'est-à-dire que votre journée complète est comprise, de votre réveil jusqu'à votre coucher. La totalité des activités, de ce que vous allez manger, boire, faire, vivre, découvrir, est totalement inclus, effectivement, dans le forfait. Et tout ça dans un service exceptionnel. Ouais. On a l'impression que les codes du premium, les codes du haut de gamme s'imposent finalement, s'imposent dans le tourisme, deviennent les codes de référence, quasiment. C'est comme dans tout, on essaye, c'est dans vous prenez le vestimentaire, c'est la même chose, l'alimentaire c'est pareil, je veux dire, on essaye toujours de premiumiser, entre guillemets, effectivement, son secteur. Après, on le fait, parfois à tort, et il y a du mensonge, en fait, quelque part derrière. Mais c'est vrai que globalement, le monde du tourisme, et on le voit bien avec les campings, on le voit bien avec les compagnies aériennes, on le voit bien avec les hôtels, on le voit bien avec tout le monde, monte en gamme. Globalement, tout le monde monte en gamme. Je veux dire, vous prenez même une compagnie low cost, dite low cost comme Transavia, je vais faire plaisir à Air France, comme Transavia, aujourd'hui, n'a rien à voir avec ce qu'était une low cost quand les premières low cost sont sorties il y a 30 ans ou 35 ans. Ça n'a strictement rien à voir. Donc, il y a du service, il y a même des offres premium. Vous pouvez rentrer le premier dans l'avion, sortir le premier, avoir plus de bagages que les autres, et blablabla, et blablabla. Et on reste soi-disant dans du low cost. Donc voilà. Donc en fait, on essaye de premiumiser, quoi qu'il arrive, le parcours complet, effectivement, des voyageurs. Est-ce que un vendeur chez vous vend que ce qu'il connaît, c'est-à-dire ce qu'il a testé ou pas? Alors j'espère. Oui. J'espère. Oui. Non, mais ça fait partie des prérequis. C'est un peu une blague, mais c'est le prérequis et c'est l'énorme complexité de notre métier aujourd'hui. Oui, c'est ça. En fait, c'est de trouver les personnes qui, effectivement, maîtrisent, ont de l'expertise et surtout ont envie de développer cette expertise. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas aussi simple. Quand on dit, effectivement, par exemple, chez Illustravel, on organise beaucoup de voyages de repérage, on a tout le temps, on a à peu près 35 vendeurs entre Illustravel et la Route des Voyages, il y en a tout le temps qui sont quelque part dans le monde pour aller découvrir, tester, etc. et connaître encore mieux les destinations qu'ils proposent à leurs clients. Mais c'est pas si simple parce que voyager, ça veut dire pas être là le week-end, ça veut dire on a des enfants, ça veut dire mon copain il habite en province, je peux pas le voir, etc. Enfin, il y a des freins aujourd'hui effectivement à ça qui sont pas toujours évidents à comprendre, qu'il faut qu'on accepte par la force des choses, mais qui freinent aussi nos recrutements et le fait de trouver effectivement des experts. Et puis malheureusement, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui nous écoutent. Malheureusement, on est dans un secteur d'activité qui ne paye pas extrêmement bien. C'est pas parce que les entreprises s'en mettent plein les fouilles, comme on dit vulgairement. C'est les marges. Mais les marges sont réduites. Elles le sont de plus en plus. Elles le sont d'autant plus que nous sommes dans une période de crise. Où évidemment, malheureusement, même si on se dit entre nous quand on se croise, allez, on fait attention au prix, on va pas truc. En fait, tout le monde fait ce qu'il a envie de faire et d'essayer de trouver les clients. Et c'est de bonne guerre et on peut en vouloir à personne. Il y a des sociétés derrière, des actionnaires et puis surtout des salariés qu'il faut protéger. Donc globalement, c'est aussi un frein quelque part. Après, bien sûr. Ceux qui vendent bien peuvent bien gagner leur vie. C'est-à-dire que chez nous, on est sur un modèle vraiment très incentivé, avec un fixe qui est correct, mais avec par contre des primes. Et vous avez des vendeurs chez nous qui peuvent gagner 50 000 euros par an sans problème. Ce qui est quand même dans notre secteur d'activité des salaires qui sont. Mais par contre, il faut être très expert, c'est ça. Se former beaucoup et être très curieux. Hervé Cozard, les classes avant, on a besoin d'humains pour les vendre, on a besoin d'agences ou d'humains pour essayer de faire comprendre le produit, ou c'est facile à vendre en digital?
Alors, comme le dit Frédéric d'ailleurs vend aussi des classes avant Air France, et je l'en félicite, merci. Donc, il y a dans ce cadre-là, j'allais dire, quand le client a besoin d'un voyage un peu plus complexe, il a besoin de conseils, il a besoin d'un agent. Mais aujourd'hui, les clients, alors on a la chance d'être reconnus, on a aussi, on a gagné des prix, etc. Donc les gens reconnaissent le produit Air France. Et aujourd'hui, j'allais dire par exemple, pour vous donner, pour illustrer, la première, qui est quand même notre flagship. Le premier vendeur de la première, c'est airfrance.fr. Ah oui, comme quoi. C'est pas quelque chose, c'est pas intuitif. Non, c'est pas intuitif. Exactement. En fait, si, ça marche assez bien. Et en business aussi, on vend beaucoup de billets sur notre site web. Donc, voilà, j'allais dire, encore une fois, si c'est surtout le voyage sur place qui est sans doute, qui a besoin de conseils, mais l'aérien, je pense que pour les clients, ils le connaissent assez bien, puis une fois qu'ils l'ont fait, ils savent à quoi s'attendre. Ouais, c'est ça. Dernier tour de table sur l'été, sur l'actualité, évidemment, la plus chaude, Guillaume. Je regardais, j'écoutais, je crois, le patron de votre fédération qui nous disait que les ventes étaient plutôt correctes pour l'été, je crois en très légère progression. Le panier moyen en revanche en baisse, ce qui montrait finalement c'est que justement les campings moyens de gamme avaient plus de succès cette année que les campings haut de gamme. Vous êtes d'accord avec ça ? Je nuancerais, je nuancerais cette partie-là. Alors globalement la tendance est quand même, en tout cas pour notre part, est plutôt bonne. On sait que c'est aussi très sectorisé. La PACA semble un tout petit peu moins performante que l'année dernière. L'année dernière était très performante, donc à la limite, on ne peut pas non plus malheureusement performer tout le temps. Il semblerait que ce soit plus la Bretagne, Normandie, toute la partie atlantique qui serait en tout cas bien partie au niveau des réservations. Alors j'ai pas la date exacte maintenant ce que ça donne, mais c'est a priori ceux qui étaient le mieux partis au début. Sur la partie du panier moyen, comme je vous dis, peut-être que c'est sur la partie de la réduction du séjour, je pense, et du coup, il peut faire un panier moyen plus petit. Ah, peut-être. Mais au final, potentiellement, le client va revenir. Nous, ça nous arrive qu'il commence en mai, qu'il revienne en septembre. Alors, c'est rare que ça se passe en juillet-août, mais ce que je veux dire, c'est que la réduction du séjour réduit votre panier moyen. Et je pense que c'est plutôt dans cet aspect-là que... Il n'y a pas un refuge vers les 3 étoiles au détriment du 4-5 ? Pour moi, non. Enfin, en tout cas, pour chez nous, nous, on ne le ressent pas. Alors après, chaque camping a sa particularité, chaque destination a sa particularité. Donc, mais nous, c'est pas ce qu'on ressent. D'accord. On a la demande que ce soit en locatif et on va dire en emplacement nu, ce qu'on appelle donc, du coup pour temps de camping-car caravane. Mais nous, c'est pas ce qu'on ressent là-dessus. On a les 3 étoiles et on voit que ça porte bien. Frédéric, on dit qu'il y a un petit frémissement depuis début juin. Est-ce que vous confirmez ? Est-ce qu'il y a du mieux ? Oui, il y a un peu de mieux. On sent que les clients sont un petit peu plus confiants, mais c'est très très volatile. Enfin, plus tard que ce matin, on se réveille avec l'Iran qui tape de partout, les États-Unis qui tapent l'Iran. Là, vous avez dans la même matinée, comme par hasard, des clients qui devaient hier confirmer et qui disent on va peut-être attendre encore 3-4 jours. Ah ouais, il y a un effet immédiat. C'est immédiat. Et en fait, le problème, c'est qu'à chaque fois, c'est immédiat pour l'attente, mais par contre, quand ça se passe bien, il faut attendre assez longtemps que ça se passe bien pour que la confiance revienne. Donc c'est vrai. Après, on est sur on l'a dit, on est sur des enjeux de panier et de dépenses qui sont quand même assez importantes. Donc alors on essaie de pallier à ça, on offre des assurances annulation, on offre tout un tas de facilités, effectivement, qu'en cas de problème. Ce que les clients ne comprennent pas toujours, d'ailleurs, c'est qu'on a une obligation, de toute façon, quoi qu'il arrive de résultat. Donc le fameux sujet de l'agence de voyage est évidemment. On essaye de s'appuyer là-dessus, bien sûr, mais aussi de faire je vais pas dire des offres promotionnelles, parce que c'est pas du tout dans notre ADN, mais enfin, ça reste ça, enfin, c'est pas le terme. Mais ça permet de déverrouiller quand même. Ouais, ça déverrouille un petit peu. Ça déverrouille un petit peu, ça rassure, et puis ça montre aussi à ses clients qu'on est à leur écoute quelque part et que on peut comprendre en fait leurs problématiques et que on essaie de trouver des solutions pour essayer de débloquer un petit peu leur blocage. Ouais, c'est ça. Hervé, c'est vrai qu'on a vu qu'Air France a mis en place des formules justement de tarifs totalement flexibles. Exactement. C'est-à-dire qu'effectivement, alors j'étais très content d'entendre Patrice Karadec plus tôt dans la matinée nous dire que il y avait un frémissement. Et effectivement, nous sur la dernière promo qu'on a lancée du 4 juin au 17 juin, donc qui est encore actuellement disponible, on a décidé de mettre tous nos tarifs flexibles, justement pour pallier à cette inquiétude du client.
de lui dire, vous pouvez booker, et si jamais vous changez d'avis, il n'y aura pas de frais attachés à ce changement. Donc c'est une manière effectivement de l'accompagner et de lui dire, allons-y. Et de la même façon, on a aussi dit publiquement qu'on n'aurait pas de problème de pénurie de kérosène. Oui. Il y avait aussi cette musique qui pouvait inquiéter le client en se disant, mais mince, s'il n'y a plus de kérosène cet été, non, on aura tous nos vols. Ça, c'est un peu une faute de communication des compagnies là-dessus, non? Oui, et je pense que les médias ont un petit peu forcément fait monter le... Bon, voilà. Oui. Mais donc, et parce qu'il y a eu quelques compagnies qui ont, en tous les cas, pour Air France KLM, il n'y aura pas de pénurie cet été, et il y a la flexibilité quant à l'achat des billets en ce moment. Donc, il ne faut pas hésiter. Est-ce que l'été va se jouer sur les prix? On disait, cette crise va renchérir le prix du transport aérien. Finalement, on voit que c'est beaucoup plus nuancé que ça. On voit que sur certaines destinations, même les prix des billets baissent. Est-ce que vous pourriez être amené à baisser vos tarifs pour remplir cet été ou pas? Là, on fait une promo. C'est aussi, comme je le disais, les cabines avant sont assez résilientes. En revanche, en éco, comme l'inquiétude est là, la demande n'est pas tout à fait au niveau où on l'attendait. Donc, dans ces cas-là, c'est l'offre et la demande, les prix baissent. Donc, oui, on fait des promos en ce moment en éco. Voilà, on espère que l'été va être plein de vols remplis. Le long courrier, c'est plus compliqué, non, je disais, l'Asie, ça se passe très bien. L'Amérique Nord, ça se passe très bien aussi. Non, pour l'instant, les classes avant, ça se passe bien et ça compense l'économie qui est un peu plus tendue. Oui, d'accord. Bon, écoutez, en tout cas, c'était passionnant de vous écouter. Merci à tous les trois. Merci beaucoup. On se retrouve dans quelques minutes. On change totalement de sujet. On va parler de formation. Restez avec nous. À tout de suite.